Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour la rediffusion des journées du RMT Maël. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3, dans lequel on se focalise sur l'alimentation des animaux d'élevage. Donc, on vient de voir la méthodologie, on va maintenant aborder les grands chiffres. Et donc, on commence avec des grands chiffres sur l'alimentation des animaux d'élevage. Donc, très rapidement, je vous passe un petit sommaire pour voir à quelle sauce vous allez être mangé. Donc, on va déjà voir comment ont été calculées les quantités de matières premières consommées par les animaux, puis les surfaces qui leur sont associées. Ensuite, on abordera la concurrence alimentation humaine-animale, puis la fixation d'azote symbiotique, et enfin, le Céréopa présentera sa méthode Oriflame. Donc maintenant, on va commencer tout d'abord par s'intéresser aux calculs qui ont été réalisés afin de mesurer les quantités de matières premières et les surfaces qui sont associées. Donc pour cela, on part des cas-types qui ont été présentés juste avant. Et donc à ces cas-types, on avait des rations qui étaient associées. Et donc ces rations contenaient certaines proportions, enfin des proportions de certaines matières premières, donc des concentrés, et pour certaines productions aussi des fourrages. Ces rations types sont ensuite multipliées par les effectifs, par cas type, sur l'année 2022. Alors il ne faut pas oublier d'ajouter les pertes, puisqu'elles ne sont pas comptabilisées dans les rations consommées. Donc les pertes sont à hauteur de 5% pour les concentrés, 7% pour le foin et 10% pour l'ensilage et l'enrubanage. Et on obtient ainsi les quantités totales de matières premières, donc fourrage, pâture et concentré, qui sont consommées par les animaux de la ferme France en 2022. Maintenant, si on veut passer aux surfaces, eh bien, il va falloir multiplier cette quantité par un rendement moyen à l'hectare. Et puis, pour les coproduits, on va également multiplier par un coefficient d'allocation à l'hectare, issu d'Agribalise. On obtient donc les surfaces qui sont liées à l'alimentation des animaux en France, mais aussi les surfaces qui sont liées à l'alimentation des animaux hors France. En France, donc, 113 millions de tonnes de matières premières ont été consommées en 2022. Et la majorité de ces matières premières sont des fourrages. Donc à gauche, sur le graphique camembert, on peut voir que près de 80% des matières premières qui ont été consommées étaient en fait à destination des bovins. On va maintenant passer au graphique camembert de droite, sur lequel en fait on a retiré les fourrages et pâtures. Eh bien en fait, les bovins sont toujours les plus grands consommateurs des matières premières, avec une part de plus de 40% des matières premières consommées. Les porcs arrivent en deuxième place avec 30% environ des matières premières consommées. Et à la troisième place, on retrouve les volailles de chair avec près de 14% des matières premières consommées. Si on s'intéresse maintenant un peu plus aux détails de ces rations, et tout d'abord, on va commencer par les monogastriques, on peut voir que pour les monogastriques, la plus grande part de matières premières consommées, ce sont des céréales. Et en particulier pour les porcs, donc là c'est ce qu'on voit en jaune, et le porc c'est le premier cas type en haut à droite, à gauche, pardon. Et donc on voit que pour les porcs, on a près de 75% de céréales qui sont consommées. En deuxième position des matières premières consommées, on retrouve les tourteaux. Et leur proportion est particulièrement importante pour les volailles, avec 29% de tourteaux incorporés dans les rations des dindes, 23 à peu près pour les volailles de chair et 21% pour les pondeuses. À noter également qu'on retrouve une part assez importante de coproduits dans les rations des porcs. Maintenant, on s'intéresse aux rations des ruminants. Bien entendu, les fourrages sont le composant principal de ces rations, avec une part allant de environ 70% pour les chèvres, donc on retrouve en bas à droite, et jusqu'à 90% pour les bovins allaitants, qu'on retrouve au milieu en haut. En deuxième part de ces rations de ruminants, on retrouve des céréales, hormis pour les vaches laitières, donc le premier cas type, où on a en deuxième composante des tourteaux, donc à hauteur d'environ 9%. Donc si on s'intéresse à la compétition feed food ou alimentation animale et alimentation humaine, on s'est basé sur tous les chiffres qui ont été présentés donc, dans les rations des animaux pour donc, quantifier les matières premières consommées dans l'alimentation animale de chaque filière en France, qu'on a
rapporté à leur part de protéines consommables par les humains dans chacune de ces catégories de matières premières. Donc la part de protéines consommables qu'on va appeler PPC, elle est issue du travail de Les et al. Qui a été publié en 2018 et elle a été ajustée notamment à partir du travail qu'on a réalisé avec le CEREOPA sur Perfalim, pour certaines matières premières, notamment les tourteaux. Donc, cette opération, elle nous permet de définir une quantité de protéines végétales consommables par les humains dans les rations animales, qu'on va comparer aux produits animaux de chacune des filières qui sont donc une externalité et donc consommables par les humains. Et donc on va en définir une efficience protéique des élevages, à savoir la quantité de protéines issues des produits animaux et consommables par les humains, divisé par cette quantité de protéines issues des rations animales qui auraient été consommables par les humains. On y attribue un coefficient de digestibilité différentiel entre les protéines animales qui ont une très bonne assimilation par l'homme, et donc on attribue le coefficient de 0,95 par rapport à des protéines végétales qui peuvent être parfois un petit peu moins efficacement assimilées, et donc auxquelles on attribue le coefficient de 0,8. Et quand on divise ces deux totaux pour obtenir notre ratio, on obtient une efficience protéique qu'on appelle efficience protéique recalculée. Au global, pour tous les élevages, on a environ 14% de la protéine qui est estimée être consommable par l'homme. Ici, on affiche le détail, donc on observe que pour les granivores, on va avoir un taux de protéines consommables par les humains, donc en bleu ciel sur le graphique, qui va être assez supérieur à celle des ruminants. Et donc on observe malgré tout qu'une large part de cette protéine à l'intérieur de l'alimentation animale, une large part est non consommable par les humains. Si on rapporte ça à la quantité de protéines qui est exportée dans les produits animaux et qui sont consommables, eux, par les humains également, on obtient un ratio. Et donc, quand on est au-dessus de 1, c'est plus de 100%. Donc, en fait, on produit plus de protéines consommables par les humains qu'on en consomme dans la filière. Et si on est en dessous de 1, on consomme davantage de protéines consommables qu'on va en exporter à destination de l'alimentation humaine. Vous voyez qu'on est autour de 2,2 pour le total alimentation animale en France. Donc c'est très positif, à savoir que pour 1 kg de protéines végétales consommables par l'homme, on exporte en moyenne 2,2 kg de protéines animales consommables par l'homme. Donc rapporté à ces coefficients de 0,95 et 0,8. Et on observe qu'on a des situations assez différentes en fonction des animaux. Alors, ici, c'est dans le scénario actuel. Dans la fiche numéro 11 que vous aurez l'occasion de consulter, on a aussi fait un scénario prospectif où on attribue des parts de protéines consommables par l'homme qui peuvent être légèrement différentes ou assez nettement différentes, et c'est notamment le cas des tourteaux. C'est une vraie question. Dans le scénario actuel, on considère que 0% de la protéine incluse dans les tourteaux est consommable par l'homme. En revanche, on estime que dans des scénarios prospectifs, on pourrait développer certaines technologies pour de l'extraction de protéines, notamment à l'échelle française, de ces tourteaux à destination de l'alimentation humaine. Donc, ensuite, c'est des scénarios prospectifs, c'est discutable. Et dans ces cas-là, ça a un très net impact sur cette efficience protéique des élevages français, et notamment pour les élevages forts consommateurs de tourteaux. Mais je vous laisserai vous faire votre opinion à la lecture de la fiche. Ce qu'on peut retenir, c'est que globalement, dans le scénario actuel, et avec les coefficients qu'on a utilisés, l'élevage français est producteur net, largement, de protéines consommables par les humains. Un autre indicateur qu'on a calculé, et qui est calculé à partir de l'outil Perfalim, qui calcule la performance nourricière des exploitations ou des territoires,
C'est donc cette performance nourricière, à savoir combien de personnes on nourrit en net ou en brut à partir d'une production donnée. Donc on repart des mêmes constats. Alors c'est les quantités de matières premières destinées à l'alimentation animale, pas les surfaces, multipliées par leur part de protéines et d'énergie consommable par les humains, qui nous donne une quantité de nutriments consommables par les humains et une quantité contenu dans les rations animales et contenu dans les produits animaux. On applique les mêmes coefficients de 0,95 et 0,8 en fonction du type de protéines, ce qui nous amène à calculer en fait un nombre de personnes à la fois nourries grâce aux produits animaux, donc là c'est vraiment un nombre de personnes, et à la fois non nourries parce que les nutriments sont alloués aux animaux plutôt qu'aux humains. Pour calculer ce nombre de personnes nourries et non nourries, on utilise des besoins nutritionnels qui sont de 2350 kilocalories d'apport énergétique par jour et de 52,5 grammes de protéines digestibles. Donc c'est les 0,95 et 0,8 qui nous permettent d'obtenir ça. Et un postulat, qui est quand même quelque chose qui nous semble assez cohérent avec la littérature, mais c'est 50% de la protéine doit être d'origine animale. Et donc ça, en faisant la différence des personnes nourries et non nourries, ça nous fournit un nombre de personnes nourries nettes par l'élevage français. Et donc on peut illustrer, là j'ai pris l'exemple de l'élevage caprin et de l'élevage porcin à partir des rations qui avaient été calculées au préalable, des performances nourricières en fonction des besoins en énergie, en protéines et en protéines animales des humains. Donc chaque filière va avoir une performance nourricière en énergie, en protéines et en protéines animales. Évidemment, les filières animales ont pour vocation de produire de la protéine animale, donc la performance nourricière, elle va être plus importante dans ce nutriment protéine animale, mais c'est toujours intéressant de comparer justement les différents nutriments parce que la performance nourricière d'une filière, elle va dépendre de l'indicateur choisi. Elle dépend aussi, évidemment, là on a un nombre de personnes nourries en ordonnée, elle va dépendre assez largement de la taille de la filière, puisque c'est des volumes de produits animaux qui vont être produits, et elle va dépendre du type de filière, avec des performances nourricières sur le nutriment énergie qui vont être assez largement négatives pour les élevages granivores et plus équilibrées pour les élevages herbivores, notamment parce qu'une large part de l'énergie des herbivores est tirée des fourrages non consommables par l'homme. En revanche, pour toutes les filières, on a une performance, donc une nourricière nette positive pour la protéine animale. Alors, vous pouvez vous interroger sur la partie négative en vert pour la protéine animale. Évidemment, ce n'est pas la protéine animale qui est consommée par les élevages, c'est la protéine totale qui aurait pu nourrir des humains et qui est comparée à la performance de la protéine animale produite par ces élevages. Voilà. Donc je vous invite à consulter la fiche pour plus de détails. On va maintenant s'intéresser à la fixation de l'azote symbiotique par les cultures et fourrages destinés à l'alimentation des animaux. Donc un petit point méthodo pour débuter. Donc ici on a le coefficient de l'azote symbiotique qui est présenté. Donc on va prendre en compte la teneur en protéines contenue dans les légumineuses qu'on va multiplier par un pourcentage de fixation symbiotique. On réutilise ensuite ce coefficient dans l'équation de fixation de l'azote symbiotique. Donc on vient multiplier ce coefficient par un rendement, donc pour notre légumineuse ou prairie donnée, et par une surface. À noter que pour les prairies, les surfaces considérées en légumineuses sont de 15%. Donc tout d'abord un petit point sur l'utilisation de la surface agricole utile pour l'alimentation animale. Eh bien, en France, on dénombre 16,5 millions d'hectares, donc 59% de la SAU, qui sont destinés à l'alimentation des animaux. Donc c'est plus de la majorité des surfaces. Maintenant, sur le graphique de droite, on s'intéresse à la répartition des surfaces
surface utilisée pour l'alimentation animale entre les différentes filières. Et en fait, ici, on voit que ce sont les bovins qui sont les plus grands utilisateurs de surface, donc 80% de la surface utilisée. Et en fait, c'est cohérent avec les chiffres qu'on a vus tout à l'heure, puisque ce sont les plus grands consommateurs de matières premières. Ici, on s'intéresse aux surfaces qui sont consommées. Et donc, on voit que pour la totalité de l'alimentation animale, la majorité des surfaces, ce sont des surfaces donc en vert, donc surfaces de fourrage et pâturage. Cependant, si on s'intéresse un peu plus en détail aux différentes productions, eh bien, on voit que cela reflète bien la situation de consommation des bovins et des petits ruminants. Mais par contre, pour les monogastriques, on va regarder un peu plus en détail, puisqu'on voit qu'on a une part de concentré produit en France, donc on retrouve ici en jaune, mais également une part de concentré importé, qu'on retrouve ici en gris. La fixation symbiotique de l'azote en France, ça représente, sur l'année 2022, d'après nos calculs, 380 000 tonnes d'azote qui ont été stockées. En fait, sur ces 380 000 tonnes, donc c'est le chiffre total, 93% sont liés à l'alimentation des animaux d'élevage. Et encore une fois, sur ces 380 000 tonnes, 83% sont liés aux prairies. Si on s'intéresse au graphique qu'on peut voir en bas à gauche, on voit que la plupart de cette fixation de l'azote symbiotique est aussi liée aux bovins, donc à plus près de 76%. On retrouve ensuite les petits ruminants en deuxième position. Si on s'intéresse maintenant aux surfaces des matières premières qui sont importées, eh bien, on peut se rendre compte que l'azote qui est fixé en lien avec les matières premières importées a été quantifié de 76 000 tonnes environ. Cet azote concerne du coup surtout les filières de monogastriques, en lien, comme on l'a vu avec la diapo précédente, avec les imports de concentrés. Donc ici, pour les porcs, les poules pondeuses et les volailles de chair et palmipèdes, avec près de 70% de leur azote fixé, qui est en fait fixé par les matières premières importées. Maintenant, si on s'intéresse un peu aux apports d'azote agricole en France, on peut voir sur ce graphique que l'apport d'azote via la fixation d'azote symbiotique apparaît en troisième poste, donc 10% en vert. Derrière, en premier poste, les fertilisants minéraux, puis en deuxième poste, les déjections des herbivores. Et donc, sur ces 10%, en fait, comme on avait plus de 93% qui étaient liés à l'alimentation animale, et bien finalement, la contribution de l'alimentation animale à cette fixation d'azote symbiotique est de plus de 9%. Un dernier chiffre par rapport à l'autonomie en azote des matières premières qui sont consommées en alimentation animale, eh bien, à retenir que l'azote qui est fixé par les matières premières qui sont destinées à l'alimentation animale, cela représente 28% de l'azote total ingéré par les animaux d'élevage. Si on regarde un petit peu plus en détail, on voit que l'autonomie est très faible pour les monogastriques, donc porcs, poules et volailles, et l'autonomie est plus importante, bien entendu, pour les bovins, donc environ à hauteur de 36% d'autonomie azotée, et pour les petits ruminants, donc environ 72% ici d'autonomie azotée, en lien avec la fixation de l'azote symbiotique. Et je passe maintenant la parole à Timothée. Donc j'en profite pour vous présenter donc une introduction à la méthode Oriflamme, qui est l'observatoire des ressources incorporées dans les flux de l'alimentation animale, plus simplement l'observatoire de l'alimentation animale, qui est donc une étude qui est réalisée par le CEREOPA en partenariat avec APSIS, donc les instituts techniques, AFZ, donc l'Association française de zootechnie, et AgDataHub qui héberge les données, et dont les commanditaires, vous avez la liste ici, sont très nombreux, avec pour objectif de répondre à la question que consomment les animaux d'élevage en France, et notamment pour prendre la suite du travail qui avait été réalisé par le GIS Avenir Élevage entre 2015 et 2018 et qui portait sur l'année 2015, donc le GIS Flux. L'idée, c'est qu'on puisse être en mesure aujourd'hui de dire chaque année, ou rétrospectivement il y a peu de temps, ce que les filières animales ont consommé, avec un niveau de détail
donc qui descend par segmentation ici, donc standard, non OGM et bio, c'est découpé comme ça, à l'échelle de la France métropolitaine, et par campagne agricole, donc entre juillet d'une année et juin de l'année suivante. Donc l'intérêt va pas vous échapper, c'est d'avoir une approche systémique, et notamment, vous voyez dans les commanditaires qu'il y a plusieurs interprofessions agricoles, des productions végétales et des productions animales, qui vont pouvoir partager des chiffres identiques pour des communications notamment, mais aussi pour des réflexions de prospective sur des problématiques de compétition feed food par exemple, mais aussi des compétitions d'accès à la ressource entre les filières, par exemple. C'est annualisé, à savoir qu'on produit une campagne par an, entre guillemets, pour passer d'une photo, donc ici en 2015, qui avait été réalisée, au film, à savoir observer un suivi en fonction des évolutions des cheptels, des évolutions des consommations, et vous allez le voir, des évolutions des compétitivités entre les matières premières aussi, puisqu'on essaye de le prendre en compte. C'est coopératif, puisque le Céréopa travaille pas du tout seul sur ce projet, et notamment, il y a beaucoup d'échanges qui sont réalisés avec Apsis pour avoir des données les plus représentatives possibles et utiliser des données crédibles. Et aussi pour créer des ponts. Donc, le cadre du modèle, pour répondre à cette question et pour être le plus précis possible, on réalise en fait un modèle qui fait ce calcul-là, qui mange quoi, au sein de 14 régions différentes. Donc, dans chaque région, on va avoir des animaux qui sont situés dans une exploitation, une usine d'aliments qui va produire les volumes d'aliments